Il est étrange qu'un seul nom ressuscite en vous des souvenirs qu'il vous a été impossible de connaître. Comme il est rare que ce que l'on appellera plus tard gourmandise bordelaise, ignorée en fait de votre enfance, puisse à ce point occuper une mémoire que vous avez fait vôtre et qui ne vous est pas personnelle. La façon dont le cannelé est intimement lié à Bordeaux est qu'il se confond dans une ville d'apparence dure, mais au cœur qui se donne. Dans les rues de Bordeaux traînent des mots, des souvenirs d'une légende qui fait remonter le cannelé à la fin du XVIIe siècle, dans le prieuré de l'église Sainte-Eulalie, demeure des Sœurs de l'Annonciade. Le cannelé se fait gâteau du pauvre, avec des restes de farine récupérés sur les quais. Il se mêlerait aux confitures, macarons et tortillons, confectionnés par les sœurs et donnés en échange du service rendu. Chassée par la Révolution, l'une d'elles se réfugie chez un pâtissier bordelais, à qui elle donne la recette à succès en échange de sa vie. C'est ce que raconte la petite histoire. Mais celle avec un grand H ne retrouve pas les pas du cannelé. Aucun moule n'est retrouvé dans les fouilles archéologiques ou dans les registres de matériel, et aucune trace du cannelé, de la recette, alors qu'elles étaient toutes référencées par les sœurs. Les sœurs ne récupéraient pas non plus la farine sur les quais. En effet, elles étaient issues d'un ordre aristocratique qui était propriétaire de moulins. Dans notre culture gastronomique, il faut toujours une légende, un mythe pour qu'une recette bénéficie du sceau de la tradition. Mais en ce qui me concerne, cette histoire recréée m'importe peu. Et je dirais même, sans doute, par esprit de contradiction, que le cannelé est le symbole de l'innovation bordelaise. Il ne faut pas oublier que Bordeaux est une ville viticole. Historiquement, le vin était filtré au blanc d'œuf, ou collé pour les connaisseurs, laissant les jaunes d'œufs pour la confection de flan ou d'autres pâtisseries. Si les Portugais ont leur pastéis, nous aussi nous avons nos spécialités, comme la canole, originaire de Limoges, ou la canole ou canolée pour Bordeaux. Il y eut un tel engouement pour cette préparation à base de farine et de jaune d'œuf qu'un nouveau métier vit le jour, organisé en corporation officiellement à partir de 1663. Les canoliers étaient autorisés à fabriquer pain béni, canoles, retortillons et échaudés, peut-être les prémices du cannelé. Par contre, ça n'a rien à voir avec notre cannelé moderne. Les canoliers ne sont pas autorisés à utiliser les pâtes mixtionnées, c'est-à-dire contenant du lait et du sucre, et pas de levure non plus. Tous ces ingrédients sont réservés aux pâtissiers. Mais au XVIIIe siècle, le sucre se démocratise, en même temps que les épices d'Amérique, grâce notamment au port colonial de Bordeaux. Les infractions sont donc de plus en plus nombreuses, et même si, à partir de l'édit de mars 1767, seulement 8 canoliers sont autorisés dans la ville de Bordeaux pour contrôler la profession, on en compte pas moins de 39 en 1785. « 1789. Le pays vit une période violente et transformatrice. Les corporations disparaissent, mais les boutiques de cannelés continuent à être mentionnées dans l'annuaire, même pendant la Terreur. Une tentative de survie probablement. Mais au XIXe siècle, la profession disparaît. Une réorganisation se fait. Les canneliers deviennent probablement des pâtissiers, et les pâtissiers laissent les rôtis et pâtés en croûte aux traiteurs. La pâtisserie devient beaucoup plus distinguée, et la canole trop rustique n'a pas sa place dans les traités de cuisine bourgeoise. Mais le cannelé est bien là aujourd'hui. Depuis quand? Où est-il né? Les souvenirs sont flous et on ne sait même pas si on peut s'y fier. Avant la Grande Guerre, pendant les années 30, à Arcachon, Biarritz ou en Gascogne, personne n'est d'accord. Nous n'avons pas d'informations. Kuronski et Croz citent plutôt le milassou en 1930 comme spécialité bordelaise, une bouillie de farine, d'œufs et d'amandes amères. Pareil pour le guide UNA des spécialités locales, ou pour le guide gourmand de France de Gotemillo en 1970. Il y a cependant une trace.
en 1937 par Jean Bald. Une main légère butine dans les assiettes les fameux cannelés. Il suffisait de peu. On ne sait pas qui lança la mode, mais vanille et rhum devinrent l'identité du cannelé. Au fil des décennies, ce gâteau conquit les demeures huppées des quinconces et des chartrons. Son apparence sobre convenait sans doute à une bourgeoisie qui cultivait la discrétion. Le contraste entre la croûte craquante au léger arrière-goût de brûlé et l'intérieur crémeux était de nature à réjouir d'exigeantes papilles, façonnées par la dégustation de grands crus. Si le cannelé est aussi marquant, c'est par sa forme et par sa texture, c'est par son moule. Est-ce que la forme a été choisie en référence à son nom? Aucune idée. Mais sa forme et sa matière, le cuivre, permettent d'emmagasiner la chaleur, et donc d'avoir un joli contraste entre un extérieur croustillant et un intérieur fondant et non sec. En 1792, on trouve chez Monsieur Pontac un moule à côte de melon, selon des archives privées. En 1815, le traiteur Nicolas Nelot avait 12 moules à pâtisserie de la grandeur et de la forme d'un gobelet. Des ancêtres de nos moules? Dans les années 70-80, seule cette taille de gobelet existait. Jean-Luc Pougeran a revu le moule, plus petit, pour pouvoir n'en faire qu'une bouchée. C'est dans les années 80 que tout se joue. En 1985, l'appellation cannelé de Bordeaux est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle par la confrérie du cannelé de Bordeaux, qui enlève un N au mot pour marquer son originalité et son identité. Il n'y a de bon vin que celui de nos coteaux, il n'y a de bon gâteau que le cannelé de Bordeaux. Voici comment commence une audience de la confrérie des cannelés de Bordeaux dans le salon de la mairie en présence de Jacques Chaban-Delmas, à l'époque premier magistrat de la ville. Jacques Chaban-Delmas voit en effet dans le cannelé de Bordeaux une opportunité pour développer le commerce et l'image de la ville. Et c'est un pari gagné. Jean-Luc Pougeran l'emmène à la capitale, Pierre Hermé chez Fauchon, une adresse luxueuse, et suivent Marseille et Lyon, Lausanne, New York, Madrid. Le cannelé conquiert le monde. Le cannelé, c'est finalement un pari marketing réussi. Une légende aux airs de nostalgie, un souvenir du colonialisme pour représenter le luxe à la française. Le cannelé, c'est l'histoire de Bordeaux. Mais entre nos murs, dans notre cuisine, c'est autre chose. C'est de la gourmandise, qui nous rappelle que nous n'avons pas besoin de moules luxueux en cuivre ou d'épices venues du bout du monde pour se faire plaisir. Parce qu'en cuisine, rien ne vaut ce que vous réalisez vous-même.